Nous sommes le 3 mars 2022, il est aux environs de 21 heures et Kouri Hitchens, une jeune femme de 31 ans, borde ses 3 jeunes fils dans leur lit avant de descendre dans sa cuisine à l'intérieur de sa luxueuse maison qui se trouve en banlieue dans l'État de Utah aux États-Unis. Une fois dans la cuisine, elle appelle son mari, Eric, pour qu'il vienne la rejoindre parce que Kouri a une grande nouvelle qu'elle vient d'apprendre ce jour-là. Et maintenant que leurs enfants sont tous couchés et endormis, elle et son mari peuvent célébrer cette nouvelle et partager un verre ensemble. Je crois quand même que je vais me contenter de monter, ça a l'air quand même plus sympa. Un moment plus tard, donc, Eric entre dans la cuisine, Kouri lui sourit, elle lui tend son verre, et puis elle lui fait signe de monter à l'étage, dans leur chambre. Donc ils montent tous les deux, ils s'assoient sur le lit, et Kouri annonce la grande nouvelle. La petite entreprise immobilière de Kouri vient d'apprendre qu'ils vont très probablement conclure un accord pour un magnifique manoir de 2000 mètres carrés en Utah pour $2 millions. Et elle sait qu'elle va pouvoir faire rénover cette propriété, une fois qu'elle sera achetée, et puis la revendre facilement pour $3 millions. Ce qui va leur permettre de réaliser un bénéfice d'$1 million, ce qui n'est pas mal. Kouri travaille très dur dans son entreprise immobilière depuis des années, et c'est vraiment sa première grande réussite. Elle et Eric viennent d'une région très conservative de l'Utah. Alors l'Utah, c'est un État où il y a beaucoup de Mormons et c'est donc une région quand même très conservative pour tout ce qui est de ce genre de choses. Et donc on voit bien une femme qui reste au foyer pendant que le mari va travailler. Mais Kouri, elle voulait pas ça. Elle voulait vraiment cette carrière professionnelle qui soit à peu près à la hauteur de celle de son mari. Eric, donc son mari, lui dirige une entreprise de maçonnerie qui est très rentable et donc entre les deux, ça permet un petit peu à la famille de prendre des vacances au Mexique chaque année et puis donc aussi de s'offrir cette merveilleuse propriété qui est quand même assez vaste, qui est au bout d'une impasse. Donc Kouri est resté à la maison quand les 3 garçons étaient beaucoup plus jeunes, mais maintenant qu'ils ont 5, 7 et 9 ans, ils ont pris une nounou et puis Kouri a pu sortir et poursuivre ses rêves professionnels. Donc elle rayonne de fierté, elle s'assoit sur le lit, elle trinque avec son mari et elle passe en revue, elle répète tous les détails de l'affaire et elle parle de combien leur vie va s'améliorer avec ce revenu supplémentaire. Mais assez rapidement, donc les deux décident qu'ils sont en fin de compte trop fatigués pour rester debout et célébrer plus longtemps. On est aussi en plein milieu de semaine. Et surtout Eric, parce que plus tôt dans la journée, il a eu un vaccin contre les allergies. Et donc, celle-là totalement assommée, il n'a pas l'habitude. Donc, il se sent faible et fatigué. Donc, il décide d'aller se coucher. Alors, ils se brossent les dents, se font leur toilette, etc. et ils se mettent au lit. Ils éteignent la lumière et s'apprêtent à s'allonger, à s'endormir quand ils entendent leur fils de 7 ans qui pleure dans sa chambre. Alors, les 2 parents laissent échapper un gémissement, puis Kouri se lève, elle lui dit « Bon, t'inquiète pas, je vais m'en occuper ». Parce que ce fils fait régulièrement des cauchemars. Il y a une période comme ça où les enfants font beaucoup de cauchemars. Et donc, la seule façon de le rendormir, de l'aider à se rendormir, c'est lorsque Kouri s'allonge avec lui dans le lit. Donc, Kouri sort de la chambre, elle va dans la chambre de son fils, elle se glisse sous les couvertures et peu après, ils s'endorment tous les deux. Quelques heures plus tard, Kouri se redresse soudainement dans le lit, elle se réveille en sursaut. Il est environ 3 heures du matin et donc elle ne sait même pas où elle est. Elle borde son gamin encore une fois, elle lui fait un petit bisou et puis elle sort de sa chambre, de la chambre du gamin et rentre dans sa propre chambre où elle grimpe dans son lit. Et là, elle peut voir que Eric a repoussé toutes les couvertures et il est en train de dormir sur le dos. Donc elle s'allonge sur le lit, se blottit contre lui et elle remonte les couvertures sur eux deux et puis ferme les yeux pour s'endormir. Mais au moment où elle fait ça, elle remarque quand même que c'est un petit peu bizarre parce que le corps d'Eric est glacé.
Vraiment, il est très froid. Donc elle ouvre les yeux, elle s'assoit dans le lit, elle se retourne, elle pousse un petit peu Eric pour voir s'il se lève et s'il se réveille pour voir qu'il a froid. Mais Eric ne bouge pas. Et quand elle le pousse, il est très 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 lourd, en fin de compte comme un poids mort. Alors Cory commence à paniquer, elle crie plusieurs fois le nom d'Eric, mais il ne bouge toujours pas. Cory bondit du lit, elle saisit son téléphone et compose le 911, qui est le numéro d'urgence aux États-Unis. Et quand le standardiste répond, elle est totalement hystérique, elle a du mal à expliquer ce qui se passe, etc. Le standardiste lui dit de rester calme, que l'ambulance sera là dès que possible. Et quelques instants plus tard, en effet, Cory peut entendre les sirènes dehors et elle court, elle ouvre la porte, elle pleure de soulagement quand les ambulanciers arrivent et se précipitent dans la maison. Mais quand les ambulanciers arrivent dans la chambre et qu'ils veulent réanimer Eric, ils peuvent voir tout de suite qu'il est beaucoup trop tard. Eric est mort. Alors les premiers intervenants, quand ils essaient de faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé, ils n'ont aucune idée de ce qui a tué Eric. Alors il a l'air d'être un homme en bonne santé, il est très en forme. La veille, leur explique Cory, il a fait une course de 13 km. Ça a toujours été un amateur de plein air, il fait des randonnées, du sport. Donc le fait qu'il soit mort comme ça soudainement, ça paraît un petit peu suspect. La police trouve un flacon de pilules antidouleur, analgésiques sur la table de chevet à côté du lit de Eric. Au début, ils se disent que peut-être qu'il a fait une overdose d'analgésiques, mais quand ils voient que l'étiquette sur le flacon qui est extrêmement vieille, ils se disent que oui, non, ça c'est un flacon qui a été vide depuis un certain temps quand même. Donc il demande à Cory qu'est-ce qui aurait pu se passer, et elle est sous le choc, quoi. Elle dit mais je sais pas, j'ai aucune idée de ce qui peut être arrivé, mais la veille il a reçu un vaccin contre les allergies et il a eu une réaction négative, il voulait se coucher assez tôt, ce qui était un peu bizarre, mais tout le monde se met d'accord, Cory et les premiers intervenants, la police, que c'est assez improbable qu'un vaccin contre les allergies entraîne la mort. Heureusement, c'est relativement rare. On pense un petit peu au suicide, mais Eric n'a aucune raison de vouloir se faire du mal. C'était un père dévoué qui adore ses fils, il entraîne des équipes sportives, il est toujours en train de jouer avec eux au football, etc. Son entreprise fonctionne bien. Et en plus de ça, il a appris donc la soirée précédente que l'entreprise de sa femme va potentiellement commencer à prospérer également. Donc voilà. Alors la police dit bon on va voir, on va ouvrir une enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. On reste en contact. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui pourrait vous aider ou qui pourrait nous aider, dites-le moi. Et Cory répond plus ou moins distraitement parce que ce à quoi elle est en train de penser, c'est à ses 3 fils qui dorment toujours. Ils n'ont pas été réveillés par les ambulances. Et ils n'ont aucune idée que leur père, en ce moment, est parti. Au cours des semaines suivantes, la famille attend les résultats de l'autopsie, donc, et Cory concentre son énergie sur ces 3 garçons qui sont durement touchés par la perte de leur père, parce que Eric était un père qui était très présent, donc le fait qu'il soit absent maintenant, c'est une absence énorme dans la vie des garçons, c'est un trou énorme dans la vie des garçons. Et le petit de 5 ans demande sans cesse « Mais où est papa ? Quand est-ce que je vais pouvoir le revoir ?» Les 2 un peu plus âgés, 7 et 9 ans, ils comprennent en quelque sorte que leur père est mort, mais ils posent aussi pas mal de questions. Est-ce que papa peut nous voir ? Ou est-ce que papa peut encore nous entendre ? Et toutes ces questions brisent le cœur de Cory parce qu'elle n'a pas de réponse à aucune de ces questions. Elle essaye donc de trouver un livre pour enfants en ligne dans les librairies qui pourrait traiter du deuil, dans l'espoir que cela aidera ses fils à faire face à ce qu'ils traversent. Mais aucun des livres qu'elle peut obtenir n'est vraiment très utile. Donc, quelques semaines après la mort d'Eric, alors que pour l'instant on ne sait toujours pas de quoi il est mort exactement, Cory se dit qu'elle va adopter une approche différente pour aider ses fils à faire leur deuil. Donc au lieu d'essayer de lire un livre que quelqu'un d'autre a écrit sur la façon de gérer le deuil, Cory appelle ses fils un soir et commence à leur raconter une histoire sur leur père.
Et pendant qu'elle raconte cette histoire qu'elle invente sur leur père, qui est un ange, qui prend soin d'eux, elle commence à dessiner des images avec un crayon et du papier de leur père, avec des ailes, une auréole. Et elle dessine les enfants qui font signe à leur père depuis en bas. Et elle explique aux enfants, ben voilà, votre père maintenant c'est un ange, il veille sur vous, et il peut vous entendre, il vous aime. Et ça a l'air de vraiment fonctionner pour les garçons. C'est un petit peu comme si, pour la première fois depuis le décès de leur père, les garçons établissent un lien avec la perte de leur père, mais qu'ils conservent cette connexion avec lui en quelque sorte, tout en commençant à comprendre la perte. Et donc, chaque soir, comme ça, Courir raconte ses histoires et dessine ses images. Et au fil des jours et des semaines, toujours sans conclusion à ce qui est arrivé à leur père, Courir raconte toutes ces histoires à leurs enfants. Et ça aide vraiment les enfants à faire face à cette perte. Et puis elle se dit, mais pourquoi est-ce que je ne transformerais pas toutes ces histoires et toutes ces illustrations en un véritable livre de deuil pour enfants ? De cette façon, dans d'autres familles où les enfants font face à une perte, ils pourront lire ces histoires et trouver un certain réconfort. Pourquoi pas ? Elle sait d'ailleurs de première main qu'il n'y a pas vraiment de bons livres de deuil sur le marché, et donc elle sait que pour ceux qui en ont besoin, ça sera quelque chose de très bien et d'énorme. Le 13 avril, donc 6 semaines après la mort d'Eric et plusieurs semaines après que Coury et ses enfants aient commencé officiellement à écrire ce livre de deuil pour les enfants, Coury sort de son allée en marche arrière quand elle voit la voiture de police descendre la route. C'est le détective principal, je crois qu'on dira un inspecteur en français, c'est l'inspecteur principal qui est sur l'affaire d'Eric, l'inspecteur Woody, excusez-moi. Tandis que l'inspecteur descend la route, il fait signe à Coury de s'arrêter, et il sort de la voiture et il va lui parler. Il lui dit avec un regard grave qu'il a de grandes nouvelles pour elle et que ça risque d'être un peu bouleversant, mais il doit lui donner la nouvelle ici, maintenant et tout de suite. D'après lui, les résultats de l'autopsie sont arrivés et ils ont déterminé que Eric n'est pas mort de cause naturelle. Il est en fait mort d'une overdose de fentanyl. Alors le fentanyl, c'est un opioïde très puissant qui est souvent mélangé à de l'héroïne. Et un peu de fentanyl, mais vraiment pas beaucoup, ça peut vraiment tuer quelqu'un. Et il s'avère que le corps d'Eric contient 5 fois la dose mortelle de fentanyl dans son système. Coury est totalement choquée par cette nouvelle et elle dit au détective qu'elle le sache, Eric ne prend pas de médicaments et surtout pas de drogue. Donc, pour elle, ça n'a absolument aucun sens. Alors, le détective hoche la tête et dit « Je comprends, mais les résultats qu'on vient de découvrir, nous, on est obligé de savoir comment il a obtenu le fentanyl. Donc, nous allons devoir fouiller tous les appareils électroniques de votre maison pour voir si on peut trouver une forme de communication entre votre mari et la personne qui lui a procuré le fentanyl. » Alors, Coury dit au détective que bien sûr, ils peuvent le faire, pas de souci. Mais à ce moment-là, elle se dit, mais tiens, je me souviens que l'associé d'Eric, Cody Wright, a en fait pris l'ordinateur portable d'Eric très peu de temps après le décès d'Eric. Et alors, Coury, elle ne sait pas pourquoi Cody a pris l'ordinateur portable, mais elle explique que la relation entre Cody, Coury et Eric a été problématique maintenant depuis plusieurs années. Parce que Eric et Cody, à l'origine, étaient de très bons amis. Et puis, ils ont commencé d'ailleurs leur entreprise de maçonnerie ensemble. Ils sont associés dans cette entreprise depuis à peu près une dizaine d'années. Mais ils ont eu une dispute quelques années auparavant parce que les deux hommes étaient partis à la chasse à l'élan. Et à un moment donné, Eric a illégalement abattu un mâle et Cody a signalé Eric aux autorités et aux gardes-chasse, ce qui a fait que Eric a eu pas mal d'ennuis, des amendes, et il a eu une interdiction de chasser temporaire partout dans l'État du Utah. Donc, les deux hommes ont quand même réussi à continuer à travailler ensemble, du fait où ils avaient l'entreprise ensemble, et à développer l'entreprise, mais
C'est un fait que leur relation a été fracturée à ce moment-là et n'a jamais été réparée depuis. Alors, Coury n'entre pas dans tous les détails des tensions avec Cody, mais elle explique au détective, à l'inspecteur Woody, vous savez, si vous voulez accéder à l'ordinateur portable d'Eric, il va falloir parler à Cody, parce que c'est lui qui l'a, je ne sais même pas pourquoi. Et puis, en règle générale, je pense que ça serait bien de parler avec Cody, parce que peut-être qu'il a quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Eric, et toute cette histoire de fentanyl qui est quand même un peu bizarre. L'inspecteur dit merci pour l'information et puis il dit merci d'être autorisé à entrer, à récolter tous les ordinateurs et les engins électroniques qui se trouvent là à la maison. Mais après ça, l'enquête stagne un peu. Alors, la police ne trouve rien de bien probant. Alors, ils arrivent à parler à Cody, mais il n'y a pas vraiment de choses à suivre, il n'y a pas vraiment d'informations et de liens avec le fentanyl, donc la police n'a pas grand-chose sur quoi travailler. Donc tout le monde attend que plus d'informations soient révélées sur ce qui est arrivé à Eric. Coury, elle concentre son énergie sur prendre soin de ses 3 garçons et d'écrire ce livre de deuil avec eux. Et finalement, le 5 mars 2023, donc presque exactement 1 an après la mort d'Eric, et alors que la police ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé, le livre de deuil est enfin terminé et Coury fait une autopublication sur Amazon sous le titre « Are you with me ?» Est-ce que tu es avec moi ou es-tu avec moi? Et tout de suite, le livre est un succès énorme auprès des parents d'enfants en deuil et les critiques 5 étoiles affluent sur Amazon. Les médias locaux demandent à Coury des interviews. Tout le monde parle de ce livre et pourquoi elle l'a écrit, comment vont les enfants, etc. Alors Coury, qui n'avait aucune idée que son livre allait avoir autant de succès, donc au début elle est terrifiée à l'idée d'avoir ces interviews, puis finalement elle leur répond oui, parce qu'elle est fière de ce qu'elle a fait, elle est fière de ses enfants, elle est fière du travail qu'ils ont créé ensemble, et elle sait que Eric serait fier également. Ce que Coury ne sait pas, c'est qu'il va y avoir une conséquence involontaire énorme de la publication de ce livre. Alors depuis que Eric a été retrouvé mort en 2022, la police de l'Utah cherche méticuleusement dans tous les appareils électroniques que les Redskins possèdent, que Cody, l'associé d'Eric, possède, et n'importe quel signe de communication entre Eric et la personne qui lui a donné cette dose mortelle de fentanyl. À un moment donné, la police trouve quelque chose d'assez inhabituel dans ces appareils, et ils pensent que cela a probablement un lien avec la mort d'Eric, mais il n'y a pas suffisamment de choses pour le prouver. Et par la suite, il se passe que, après que Coury ait publié son livre de deuil et ait toute cette attention médiatique et à son tour cause de la mort d'Eric, spécifiquement la nature non résolue de sa mort, tout ça, ça a beaucoup d'attention médiatique et dans le public. Et finalement, plusieurs personnes qui voient toutes ces nouvelles et tous ces médias parler de ces choses-là, sur la mort non résolue d'Eric, contactent la police en disant « Mais vous savez quoi ? Il n'a pas fait une overdose de fentanyl, c'est pas vrai. Il a été assassiné et je suis presque certain que je sais qu'il l'a fait. » Donc, le 8 mai 2023, peu après avoir reçu ces différents tuyaux sur ce tueur présumé, la police de l'Utah estime qu'ils ont enfin suffisamment d'éléments pour poursuivre la personne et ils vont procéder à leur arrestation. Alors, on ne sait pas pour l'instant toujours avec certitude ce qui s'est passé parce que cette histoire est en cours. Cette affaire même n'est pas passée en jugement au moment où je vous explique cette histoire. Et voici ce que le procureur dit qu'il serait arrivé à Eric Redskins le 3 mars 2022, la nuit où il est mort. Donc cette nuit-là, Eric est à l'étage quand il entend Coury en bas dans la cuisine l'appeler, lui disant de descendre le rejoindre. Il descend, entre dans la cuisine et il voit sa femme sourire d'une oreille à l'autre et elle lui tend un verre en lui disant « J'ai une grande nouvelle, nous allons célébrer ». Ils montent donc dans leur chambre. Coury raconte tout à Eric sur cette grande affaire immobilière et comment leur entreprise va gagner $1 million, etc. Et puis, ils trinquent, prennent une gorgée de leur tasse et la boisson que Coury a préparée pour eux deux s'appelle donc un Moscow Mule. Et c'est enfin fait avec de la vodka, de la bière au gingembre et du citron vert. Mais
quand Kouri a mélangé le Moscow Mule de Eric, elle a ajouté un ingrédient supplémentaire, vous l'avez deviné, une dose mortelle de fentanyl. Il s'avère que Kouri vole de l'argent des comptes bancaires d'Eric et qu'il l'a découvert. En plus, Eric a découvert également que Kouri contracte des énormes prêts au nom de leur famille, ce qui vraiment l'a contrarié et a posé problème. Et en fin de compte, Eric est tellement contrarié par la façon dont Kouri agit qu'il veut divorcer et il a parlé à un avocat spécialisé en divorce. Il voulait s'assurer qu'après la finalisation du divorce, Kouri ne pourrait plus toucher à son argent. Mais du fait où Kouri sent que le divorce s'approche et que donc le robinet d'argent va bientôt être fermé, elle souscrit simplement une police de 2 millions de dollars, une police d'assurance de 2 millions de dollars sur Eric, une assurance vie bien entendu, et puis elle le tue. Peu après, afin d'aider ses fils à faire face à la perte de leur père, elle écrit un livre de deuil et le vend pour en tirer encore plus profit. La police a dit que Kouri travaillait depuis des semaines pour déterminer la bonne dose de fentanyl à donner à son mari. Le jour de la Saint-Valentin, rien que ça, cette année-là, Kouri a donné à Eric un sandwich empoisonné qui contenait du fentanyl, auquel elle a joué un petit mot d'amour, mon chéri, voilà. Mais ça n'a pas tué Eric, de toute évidence. Il a juste eu de l'urticaire, donc elle s'est dit, je vais prendre une dose un peu plus musclée, qu'elle a donc mis dans cette boisson le 3 mars, et ce coup-ci, ça a marché. Kouri avait raconté aux premiers intervenants, quand ils sont arrivés pour le sauver, qu'ils sont allés se coucher, etc., et elle s'est levée, et puis elle est revenue à 3h du matin, etc. Mais, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir empoisonné son mari, qui reste immobile sur le lit et meurt lentement de cette overdose, elle se lève simplement, fait les 100 pas dans la maison pendant plusieurs heures, et fait des recherches sur Google. Les recherches du genre « Comment détruire des preuves électroniques ?» ou « Prison de luxe pour les riches en Amérique ». Donc ces recherches qui sont très inhabituelles et suspectes, ce sont ces recherches que la police voit lorsqu'ils examinent tous les appareils pendant la partie initiale de la recherche. Mais même si cela leur fait penser que Kouri a probablement un doigt dans cette affaire, c'est pas suffisant pour pouvoir l'arrêter. Mais après qu'elle ait publié son livre de deuil, après qu'elle soit partie en grande tournée pour faire la promotion du livre, la famille d'Eric voit tout ça passer à la télévision, à la radio, et ne peut plus le supporter. Ça les dégoûte parce que, d'après eux, Kouri a tué Eric tout simplement pour de l'argent. Ils n'ont jamais aimé Kouri dès le départ. Et d'après eux, ils pensent qu'elle a fait ça et maintenant elle profite une deuxième fois, en quelque sorte, de la mort d'Eric. Donc les membres de la famille ont contacté la police de l'Utah et ils leur ont expliqué qu'il fallait enquêter sur Kouri parce que, d'après eux, ils avaient tué Eric. Et toute cette histoire de livre de deuil, c'est une blague parce que c'est une tueuse. Ce sont donc ces appels liés aux trouvailles de la police sur les ordinateurs qui a permis à la police d'arrêter Kouri à son domicile le 8 mai 2023. Alors, Kouri, pour l'instant, nie tout acte répréhensible. Elle est innocente, elle n'a pas tué son mari et elle est pourtant, en ce moment même, accusée de meurtre avec circonstances aggravantes, ce qui pourrait conduire à la peine de mort si elle est reconnue coupable. Elle est détenue sans caution en attendant son procès pour l'instant. Elle a réussi à faire retarder le procès pour vice de forme, etc., elle et ses avocats pendant un certain temps. Donc elle attend son procès pour l'instant. Nous sommes le 28 février 2025 au moment où je fais cette vidéo et le procès devrait être au printemps 2025. On n'a pas encore la date, il n'est pas encore arrivé, mais ça ne devrait pas tarder. Et là, on verra bien ce qu'il en adviendra. Quant à son livre, « Es-tu avec moi ?», il a bien entendu été retiré des ventes sur Amazon. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, souvenez-vous de mettre un petit pouce bleu. Et puis, souvenez-vous de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Faites bien attention avec qui vous trinquez. Et moi, je vous retrouve samedi prochain pour un autre récit de l'ombre. Au revoir.